J'espère qu'il n'y aura pas une Asaka Trashmal, on a eu ce matin. Ah, ça arrive. Moi, j'ai une הפסקה d'internet. Donc, Bah, c'est ça. אנחנו גם לייב בפייסבוק, בסדר? אני גם מקליט את זה על המחשב C'est un- שלי. on va attendre quelques minutes hein, pour laisser les gens arriver. On va commencer dans 2 petites minutes, le temps de laisser aux dernières personnes de rentrer sur le Zoom. Vous m'entendez suffisamment bien, Yasmine? On entend bien. אבי, אני עושה רגע מיוט אול, אחר כך פשוט תפתחו לעצמכם את המיקרו, כי אני חושבת שיש כמה אנשים כן, אני רואה, יש מלא אנשים שצריכים. בסדר? אז אני רגע, ואחר כך פשוט תפעילו את שלכם. מאה אחוז. Bien, bonjour à tous, Shavua Tov, Chodesh Tov Umevorach. J'espère que ce mois sera un mois de bénédiction pour le peuple juif. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie Yasmine de l'initiative, comme nous l'avons promis la semaine dernière, d'être régulièrement en contact avec vous. Et je remercie auparavant Sarah El Malé, qui a accepté de nous donner de son temps. Sarah est d'abord une enseignante et une conseillère parentale. Nous donnerons plus tard ses coordonnées. Sarah habite dans le nord à Haïfa. Donc, c'est une région qui a déjà connu la semaine dernière quelques alertes. Et donc, il est possible que soit elle, soit moi, on n'espère pas, puisse être en alerte pendant la période de ce Zoom. Donc, si ça arrive, il peut y avoir une coupure de courant ou le besoin d'aller dans la chambre, dans le miklat, comme on dit en hébreu. Donc, on s'en excuse auparavant.
Alors, nous avons choisi ce sujet aujourd'hui. On sait que c'est un sujet qui pourrait paraître pas lié forcément à la communauté, et pourtant, près d'une centaine de personnes se sont inscrites à ce Zoom. Vous savez déjà une quarantaine pour le moment avec nous, essentiellement des dames, et je vous en remercie. C'est une vraie question, c'est une grande question, parce que malheureusement, et sans rentrer dans les détails, vous avez entendu suffisamment de choses. Le problème des enfants, qu'ils soient disparus, qu'ils soient kidnappés, qu'ils soient assassinés ou qu'ils soient en vie, et c'est tant mieux pour cela, est un très très grave problème, et un problème très très dur qui va devoir prendre certainement un très long temps à être traité en Israël. Donc il faut savoir parler à ces enfants, leur raconter. Il faut savoir que l'école en Israël est fermée depuis déjà maintenant 8 jours. Beaucoup de parents ne savent pas comment affronter cette question. Même ceux qui savent n'osent pas forcément le faire parce qu'ils ont la tête ailleurs. Voilà, et donc je crois que c'était important d'avoir pris une conseillère professionnelle qui va pouvoir nous donner quelques lignes directrices. Et plus tard, répondre à vos questions. Vous avez le chat comme d'habitude. Vos micros sont fermés pour avoir une meilleure communication. Donc, vous allez avoir le chat online pour pouvoir nous poser vos questions. Et pour ceux qui veulent par la suite avoir peut-être, j'allais dire, un entretien privé ou des consultations directes ou privées avec Sarah, ils pourront le faire aussi par les coordonnées que nous donnerons en fin de réunion. Voilà, je vous remercie encore. J'espère qu'on entend aujourd'hui des bonnes nouvelles pour le peuple juif et pour Israël. Je vous remercie de votre solidarité. Et si vous voulez nous signaler pour les gens qui sont en Israël, nous dire qu'ils sont en Israël, ça nous permettra d'orienter plus ces questions directes. Si vous êtes tous, c'est bien aussi parce qu'on sait que vous avez de la famille directe ou indirecte, des enfants, des neveux, des petits-neveux, des petits-enfants en Israël. C'est important pour vous, si vous êtes inscrit à ce Zoom, de comprendre un petit peu comment aborder cette question. Merci à Yasmine qui nous a organisé ce Zoom. Merci à l'Organisation sioniste mondiale qui va continuer à être en contact avec vous très régulièrement, et vous aurez de nos nouvelles dans quelques jours. Et je donne la parole à Sarah El-Maleh. Merci Avi, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors oui, comme Avi l'a dit, Sarah El-Maleh, conseillère parentale. Je suis aujourd'hui aussi maman de cet enfant. J'ai un fils qui est sur le front à Gaza, il est dans les commandos de l'armée. Et je vais commencer par vous raconter une petite histoire. La semaine dernière, ça fait déjà voilà, une semaine et un jour qu'on est dans cette guerre terrible et dans cette situation terrible. Et dès qu'on a su qu'en fait, il se passait une guerre, vu que bon, c'était pendant Shabbat, et le temps qu'on comprenne ce qui se passe, et qu'on comprenne aussi que mon fils était sur les premières lignes, alors on a mis un petit peu du temps. Et ma fille de 9 ans, donc la petite dernière, est venue me voir et elle me dit « Maman, qu'est-ce qu'il faut que je ressente ?» Maintenant, ma fille, elle a l'habitude de discuter avec moi et elle a su même poser la bonne question. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle ressente? Et nous, on se demande, avant que je vous dise évidemment ce que je lui ai répondu, mais évidemment, nous-mêmes, les parents, nous sommes là avec nos propres questions. Qu'est-ce qu'on peut raconter aux enfants? Est-ce qu'il faut qu'on soit direct avec eux? Est-ce qu'il faut qu'on enjolive la situation? Et pour peut-être les préserver. Quels sont les bons mots à employer quand on parle avec les enfants? Comment est-ce qu'on leur raconte la situation? Est-ce qu'on peut leur dire que nous aussi on a peur? Est-ce qu'on doit leur raconter que nous on est angoissés? Ou bref, quelle doit être la conversation qu'on doit avoir avec eux? Et les conversations, parce que c'est jamais une seule, ça se fait en permanence et c'est très important que les enfants sentent qu'ils puissent nous parler. Alors quand elle me dit qu'est-ce qu'il faut que je ressente, maman, je lui ai demandé, je lui ai retourné la question en fait. Je lui ai dit, mais alors qu'est-ce que tu ressens? Tu veux me dire? Elle me dit, et en gros, elle me demandait, est-ce qu'elle avait le droit de se sentir inquiète pour son frère? Est-ce qu'elle avait le droit de se sentir angoissée parce qu'il y a une guerre? C'était une façon pour elle de s'interroger, de me demander quelles sont les conséquences du mot guerre? C'est la guerre, ça veut dire qu'on doit faire quoi? Quelles sont à part que, voilà, par exemple, qu'elle ne va pas à l'école, qu'on ne sort pas trop de la maison, qu'il y a des instructions qu'on va devoir respecter. Toutes ces choses-là sont intrinsèques à sa question. Donc, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, je vais vous donner des outils, plusieurs outils pour pouvoir discuter et mener ces conversations avec les enfants. Mais pour cela, en fait, ce que je voudrais faire, c'est un peu
considérer les différentes tranches de la population. Parce qu'évidemment, on n'est pas tous au même niveau, mais finalement, tous les outils, ce sont les mêmes pour toutes les populations différentes. Ce sont les mêmes outils, ils vont juste être appliqués de façon un peu différente. Quand je parle de différentes populations, je voudrais dire, voilà, il y a par exemple, nous, au nord, à Haïfa, jusqu'à aujourd'hui, on a eu une seule alerte. C'est relativement calme pour le moment, évidemment, puisque tout évolue et le nord, c'est pas très loin non plus et le Liban n'est pas très loin. Enfin, donc nous, on a eu une seule alerte. Il y a des villes qui n'ont pas eu d'alerte. Baruch Hashem, grâce à Dieu, formidable. Mais ils sont aussi aux aguets, ils doivent être aussi préparés, ils doivent aussi savoir quoi raconter. Il y a les enfants qui ont déjà subi plusieurs alertes, savent déjà qu'ils doivent entrer dans le mamad, dans le miklat, dans les salles protégées et qui ont une espèce qui savent comment réagir au moment des alertes. Et puis, il y a les enfants qui malheureusement sont beaucoup plus traumatisés et beaucoup plus qui ont subi des expériences beaucoup plus fortes et traumatisantes. Évidemment, les enfants qui ont subi des expériences traumatisantes, il faut aussi parler avec eux. Il faut évidemment aller chez des professionnels et des thérapeutes et des psychologues. Ça ne se fera pas tout de suite parce qu'on est encore dans le trauma et c'est pas terminé, mais il faut déjà commencer à parler. Et ça, les outils que je vais vous donner, ils s'appliquent également à eux. Encore une fois, à un autre niveau et un petit peu d'une autre façon, mais ça s'appliquera à eux aussi. Et aussi, il faut prendre en compte nous-mêmes. Dans quel état d'esprit on est nous-mêmes, nous les parents, les grands-parents, l'entourage. Comment est-ce qu'on est à même de mener ces conversations-là? Il faut savoir reconnaître sur soi-même, est-ce que je suis dans l'état d'esprit où je peux donner à mon enfant des réponses ou est-ce que je peux être, moi, dans cette conversation-là, sans craquer, sans pleurer, sans me sentir complètement prise de court. Alors ça aussi, c'est très important de savoir s'auto-examiner et de dire si maintenant je ne suis pas dans le bon état d'esprit et pas dans la bonne forme, ce n'est pas le moment. Je peux vous dire que moi, pendant les 3 premiers jours, j'étais un peu comme un zombie. Je ne bougeais pas trop, je ne savais pas quoi faire. J'étais assise à me dire qu'est-ce que je fais. Je n'étais pas en état de quoi que ce soit. Est-ce qu'avec ma plus jeune et même avec les plus grandes, je parlais très peu, j'avoue, parce que j'y étais pas. Et c'est légitime parce qu'on est dans une situation folle et qui n'est pas normale. Et c'est normal de se sentir pas normal dans ces situations-là. Donc, voilà. Donc, je vais commencer à vous donner un petit peu mes outils. Je vais vous partager la présentation que j'ai préparée. Attendez. Une seconde, je la remets. Le slideshow. Voilà. Ça marche? Juste le temps que Sarah mette sa présentation, je voulais juste vous dire que le chat est ouvert. Donc, les micros sont fermés, mais vous pouvez poser toutes vos questions par chat. Voilà, c'est important ce que tu dis, Yasmine, parce que je vais vous donner des outils, mais vous allez avoir, j'imagine, une tonne de questions. J'espère que ça va vous répondre à une bonne partie des questions. Mais après, la façon d'appliquer les outils, évidemment que ça va au cas par cas. Et si vous avez une hésitation, n'hésitez pas à poser la question. Alors voilà, je commence. Donc, vraiment, ce que je commence à vous dire, c'est vraiment l'histoire des différents recoupements de la population. Et il y a également, par tranche d'âge, évidemment qu'on ne dit pas la même chose à un enfant de 2 ans que ce qu'on dit à un enfant de 14 ans. Il y a aussi le recoupement par cercle de proximité, c'est-à-dire à quel point ça m'atteint. Je suis à Haïfa, mais voilà, mon fils est à l'armée, donc ma fille, elle pense à son frère. Il y a plein de gens qui ont leur papa qui sont partis en Milouim.
et qui s'inquiètent pour leurs parents qui sont milouim. Il y a des membres de la famille qui sont disparus. Même pas la membre de la famille, le fils du voisin est porté disparu, on n'a pas de nouvelles. Tout ça, ce sont des choses qui sont dans l'entourage de l'enfant, qui sont extrêmement palpables et que l'enfant ne rate pas et dont il va être au courant. Donc, à chaque fois, ce sont d'autres éléments qui influent les réactions des enfants et donc pour lesquels les enfants ont besoin de notre intervention et ils ont besoin qu'on leur médiatise un peu ce qui se passe autour d'eux. Enfin, un peu, beaucoup, qu'on leur explique. Plus ils sont jeunes, et moins ils ont l'explication. Plus ils sont jeunes, et moins ils ont de mots, et ils ne sont que dans le ressenti. Plus ils sont jeunes, et ils sentent l'angoisse, on court au mamad, ils ne comprennent pas pourquoi. Les mots guerre, je pense à un enfant de 2 ans, si je lui dis c'est la guerre, il ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Il sait juste qu'il ne va plus au GAN, il y a toute sa routine qui a été complètement arrêtée. Il ne comprend pas l'idée de guerre, la notion de guerre, et il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, et il ne comprend pas pourquoi tout le monde est affairé, triste, ou bien il ne comprend pas pourquoi son papa ne vient pas parce qu'il est en milouim. Donc, plus les enfants sont jeunes, et plus il va falloir que nous, on soit là pour les sécuriser et pour leur expliquer, ou pas expliquer, mais leur faire ressentir, leur augmenter la sensation de sécurité. Alors, la première chose à faire, exprimer les sentiments, les légitimer. Comme ma fille qui me demandait « Maman, qu'est-ce que je dois ressentir ?» Évidemment, il y en a qui peuvent avoir peur. Peur, c'est la base. C'est la guerre, il y a des gens qui nous veulent du mal. J'entends des booms en permanence. C'est quoi ces booms? Est-ce que c'est les booms de Kippat Barzel, du dôme de fer qui nous protège? Est-ce que c'est des booms qui me font sursauter à chaque instant parce que je ne sais pas de quoi il s'agit? Donc, évidemment, la sensation de peur. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous aussi, on a peur. Et quand l'enfant exprime sa peur, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand je dis légitimer les sentiments, ça veut dire que les enfants ont le droit d'avoir toutes ces sensations et il ne faut pas essayer de leur enlever, il ne faut pas essayer de les amoindrir. Ce n'est pas en leur disant non, il ne faut pas avoir peur, qu'ils n'auront pas peur. Ce n'est pas la solution. Il faut absolument reconnaître et dire tu as peur, ça se comprend. Peur, inquiétude. Je m'inquiète pour le fils du voisin, je ne sais pas où il est. On a entendu qu'il n'est pas là. Maintenant, c'est encore une fois, ça peut être à n'importe quel âge. On a entendu qu'il y a des disparus. J'ai un ami du Bnei Akiva, ma fille de 16 ans, un ami qui était avec elle au Bnei Akiva qu'elle a rencontré dans une des colonies de vacances en été, qui est au sud. Et elle a dit, c'est un porté disparu. Elle s'inquiète, elle s'angoisse, elle n'a pas de nouvelles. Le stress, évidemment, le stress. On est stressé. Le stress, c'est palpable dans l'ambiance d'une maison. Le stress, on le ressent. Les enfants ressentent notre stress. Les enfants se sentent stressés parce que leur routine a été complètement arrêtée, interrompue. Alors, on a continué, on était en vacances de Sukkot. On a continué à ne pas retourner à l'école. Ça fait déjà très longtemps, c'est déjà assez prolongé cette interruption de l'école et de la routine. Quand je ne sais pas ce qui m'attend, je suis stressée. Quand je ne sais pas que je vais avoir, je suis stressée. Quand la situation n'est pas claire, je peux être stressée. Le stress, c'est une conséquence de l'inconnu. Et l'angoisse également, de la même façon. Maintenant, chez les plus jeunes, tous ces sentiments-là qu'ils ont beaucoup plus de mal à exprimer, comme je vous l'ai dit, ils ont d'abord, d'une part, les enfants très jeunes ont du mal à reconnaître ces sentiments. Ils ne savent pas dire « je suis stressée, je suis angoissée, je suis déprimée, je suis frustrée ». Ils ne savent pas. Évidemment, ils n'ont pas les mots pour le dire. En général, tous ces sentiments-là, ils s'expriment ou bien par des pleurs, ou bien par une régression. Ça peut être une régression. Ils peuvent avoir des cauchemars, se réveiller à plusieurs reprises pendant la nuit, recommencer à faire pipi au lit pour des enfants qui n'avaient plus la couche. Peur de se séparer de sa mère. J'ai une amie la semaine dernière, on a eu une alarme à Haïfa, c'était la première, qui, je vous avoue, nous a pris un peu par surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des alarmes sur Haïfa, en tout cas pas à ce moment-là. Et il y a beaucoup de gens qui ont été pris par surprise.
des enfants qui étaient tout seuls à la maison, des enfants, je parle même de 15 ans, 16 ans, des adolescents, des jeunes qui étaient tout seuls à la maison, des enfants qui étaient dehors en train de faire un foot et qui ne savaient pas trop ce qu'ils devaient faire au moment de l'alarme, des enfants qui ont senti, donc qui étaient à la maison avec les parents et la mère qui a entendu l'alarme, qui ne s'y attendait pas et qui s'est mise à hurler « Venez vite, on doit aller dans le mamad ». Et par exemple, donc cette amie qui a un peu réagi comme ça avec sa fille de 5 ans, et sa fille de 5 ans qui depuis, qu'elle ne lâche pas sa mère. Dès que la nuit tombe, elle se colle à sa mère, elle lui attrape sa jupe, elle ne la lâche pas parce qu'elle a peur, parce que ça s'est passé au moment où la nuit est tombée et que c'est à ce moment-là, elle a beaucoup de mal à ne pas être, à se séparer de sa maman, qui est son roc, qui est sa stabilité. Donc ça, ce sont les réactions que ça peut engendrer. Et également, une des choses qui peut aider, c'est justement faire le lien entre tous ces comportements-là qui sont hors du commun et les sentiments que les enfants ne savent pas exprimer, encore une fois. Et donc, à partir du moment où on arrive à leur faire un petit peu le lien, ça va les rassurer. Par exemple, ce que j'ai marqué, par exemple, un enfant qui a des troubles du sommeil, qui se réveille la nuit ou qui n'arrive pas à s'endormir, probablement parce qu'il entend les avions. À Haïfa, on entend les... Je vous donne toujours les exemples de Haïfa parce que j'y suis, forcément. Mais je suis sûre qu'il y a une foison d'exemples dans tous les endroits. Que ce soit, par exemple, à Givat Shmuel, où ils entendent régulièrement des booms, ou sur Petar Tikva. Chez nous, on entend les avions en permanence. On entend la nuit, on entend des drones qui circulent. Ils font énormément de bruit. Les premières nuits, on a entendu les drones. On ne comprenait pas de quoi il s'agissait jusqu'à ce qu'on ait reçu une information que c'était les drones de l'armée. Donc, faire le lien entre tous ces comportements qui nous angoissent et les sentiments. Tu n'arrives pas à t'endormir, peut-être parce que tu entends le bruit du drone. Tu n'arrives pas à t'endormir parce que tu penses à papa qui n'est pas là. Tu n'arrives pas à t'endormir pour X ou Y raison. Malheureusement, il n'en manque pas en ce moment des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à s'endormir. Et c'est vrai aussi pour les enfants. Donc, toutes ces raisons qu'on a, nous, de ne pas s'endormir, ce sont les mêmes pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Juste une petite remarque que j'ai eue par chat. Vas-y. Est-ce qu'on pourra aussi parler un petit peu de ce qui se passe ici avec les enfants en France, parce que la France a été aussi menacée, on va dire. Il y a beaucoup d'écoles juives qui ont été fermées vendredi. Est-ce qu'on pourra aussi parler de comment aborder ce sujet avec les enfants? Tout à fait, tout à fait. D'abord, je pense que les sujets ou l'approche risquent d'être globalement les mêmes, c'est-à-dire la réaction d'un parent face au stress, à la peur, à l'angoisse d'un enfant. Sarah nous donne l'exemple israélien parce que c'est là qu'on habite et c'est là le centre de notre conférence, mais je pense qu'on peut là-dessus faire des projections sur une attitude à avoir de la même façon sur la France, on le dira plus tard. Tout à fait. Les exemples que je donne, ils sont effectivement locaux et ce sont ceux qui sont proches de moi. Mais de la même façon, comme vous avez marqué que les enfants français sont très inquiets, d'autant plus que lorsqu'on est loin, on comprend encore moins ce qui se passe. Nos informations, c'est l'information qu'on reçoit de la télé, les informations. Si vous avez des proches en Israël, alors peut-être que les proches en Israël vous racontent plus leur réalité. Mais effectivement, mais c'est la même chose. Au bout du compte, les outils que je ne vous ai pas vraiment donné d'outils encore, je vous mets plus dans le contexte et dans l'approche qu'il va falloir avoir. Et j'essaie de vous faire prendre conscience de l'état d'esprit des enfants, que ce soit en France ou en Israël d'ailleurs. Les enfants en France peuvent avoir peur, peuvent être inquiets, peuvent être angoissés exactement de la même façon. Et je vais tout de suite aborder les outils. Voilà. Alors, une des choses qui est primordiale, exprimer ce que nous-mêmes on ressent, d'accord? Et après cette diapo-là, je vais vous passer à vraiment comment faire cette conversation, que ce soit avec des petits ou que ce soit avec des grands. Il y a certains éléments qui doivent faire partie de cette conversation-là, qui sont plus ou moins des principes de base pour n'importe quel contexte de la conversation, que ce soit un contexte en France, que ce soit un contexte en Israël, que ce soit un contexte en Israël sous les attaques ou un peu plus éloigné comme nous, pardon.
un peu plus éloignés comme nous, j'ai tout sauté. Voilà, je reviens à ce que je voulais dire. Donc, parler de ce que nous-mêmes on ressent, nous-mêmes les parents, puisque je vous ai dit que les enfants ressentent plus ou moins ce que nous on ressent. Je ne sais pas si vous entendez, il y a des avions sans fin ici, ça me perturbe un petit peu, mais ils sont vraiment très proches. Voilà, donc partagez ce que nous-mêmes on ressent. Nos enfants nous sentent. Ce sont nos baromètres, ils savent exactement si on va bien, si on ne va pas bien, ça ne sert à rien. C'est pas que ça ne sert à rien de faire bonne figure. Si nous-mêmes, on ne se sent pas suffisamment à même de faire un sourire, des fois, il va falloir se forcer à sourire, mais généralement, si je suis morte d'angoisse, mon fils saura que je suis morte d'angoisse, peu importe ce que je vais lui raconter. Ça ne sert à rien de lui dire que je ne le suis pas. Au contraire, ça me rend beaucoup moins crédible. Et les enfants, ils ont besoin d'assurance, de stabilité, ils ont besoin de crédibilité, ils ont besoin de pouvoir s'en référer à nous. Ils ont besoin de savoir que ce que je vais leur dire, c'est la vérité. D'ailleurs, encore une fois, ma fille Maëyan, elle m'a dit, également dans le courant de la semaine dernière, « Maman, tu vas me dire ce que j'ai besoin de savoir. Tu vas me dire tout. » Et c'était vraiment... Bon, elle est réellement habituée à parler, à s'exprimer. Grâce à Dieu, elle a beaucoup d'introspection et elle m'a dit, tu vas me dire tout, tu vas tout me dire. Et je comprends tout ce qui est caché derrière sa question. Et oui, elle a besoin que je lui dise tout. Mais pas que je lui raconte tout, mais elle a besoin que elle sait que je vais que je vais lui dire la vérité, que je vais lui dire ce dont elle a besoin, tout ce qu'elle a besoin de savoir et qu'elle peut s'en référer à moi, ce qui est très important. S'en référer aux informations on dit à la télé, c'est beaucoup plus dangereux. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ont déjà vu plein de choses. Je vais l'aborder plus tard. Donc, les enfants nous sentent, ils savent ce qu'on ressent et ça ne sert à rien de leur dire que tout va bien puisque tout ne va pas bien du tout. Donc, plus on est vrai et honnête, sans être hystérique, parce que si on se sent hystérique, ce n'est pas le moment de parler, plus nos enfants sauront qu'ils peuvent compter sur nous. Le principe, c'est de partager ce que l'on ressent en utilisant des mots simples. On n'est pas obligé de rentrer dans l'intérieur du conflit. Avec des enfants jeunes, clairement pas. Avec des enfants plus âgés, on peut même leur demander à eux de mener la conversation et de nous dire ce qu'ils savent et ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont compris. Et voilà. Donc, mais partager ce qu'on ressent en utilisant des mots simples, parce que quand nous, on s'exprime en sentiments, on apprend ce lexique et ce vocabulaire, on l'enseigne aux enfants. On utilise rarement les mots « maman, je suis angoissée, je suis déprimée, je suis frustrée ». Et les enfants donc, ne savent pas utiliser ces mots-là non plus. Et plus on les utilise, nous, plus ils les entendront et plus ils sauront les utiliser à bon escient. Donc, utiliser des mots simples pour dire ce qu'on ressent. Partager, une des choses qui est très efficace, c'est de partager les choses dans le cadre de la conversation. Partager avec les enfants les choses qui nous aident à nous lorsqu'on est en stress. Quand je suis stressée, j'aime écouter la musique, ça me détend. Des fois, quand je suis en stress, j'ai besoin de parler avec une amie, j'ai besoin de raconter ce que j'ai vécu, j'ai besoin de parler de mon ressenti avec quelqu'un qui m'est proche. Si tu veux dire ça à l'enfant, ce sont des outils qui m'aident moi. Ce qui m'aide moi, c'est tout ça. Réfléchis à ce que ça peut t'aider aussi. Ce qui m'aide moi, c'est faire de la relaxation. Ce qui m'aide moi, c'est faire du sport. Tous ces éléments-là, donc, ce sont des éléments qui aident à pallier aux angoisses, à baisser le niveau d'angoisse. Et je vous invite vraiment à les appliquer si vous vous sentez un peu trop stressé, trop angoissé, ou pas à même de discuter. Appliquez toutes les choses qui vous aident généralement quand vous êtes en stress. Si c'est même jouer avec une boule anti-stress, si c'est faire n'importe quelle activité qui permet de se relaxer. C'est légitime de se relaxer, c'est légitime de ne pas être en état de stress permanent. On s'inquiète, mais on a besoin aussi de mener notre vie, de mener un quotidien, même si c'est un quotidien très différent, on a besoin de fonctionner au quotidien. On ne peut pas être assis toute la journée à regarder les informations et à se bloquer et à rester dans le mode zombie dans lequel j'étais, par exemple, à rester dans ce mode où on n'arrive pas à bouger. On a besoin de bouger et de continuer à vivre au jour le jour. Maintenant, pour les parents qui sont extrêmement angoissés, ou les parents qui ont eux-mêmes vécu un traumatisme, ou les parents qui étaient de façon un peu plus proche,
qui ont été vraiment plus proches de tout ce traumatisme, de toute la situation. Et où les parents qui sont dans un tempérament d'angoisse et de trauma, la mantra qu'il faut se répéter, c'est que chacun protège sa famille au mieux qu'il le peut. Même pour les parents qui sont en France et dont les enfants ont vu des vidéos horribles, et maintenant il va falloir essayer de protéger ces enfants-là. Même si c'est très difficile d'effacer une image, ça reste en tête et on ferme les yeux et on la voit et on a vu des choses horribles. Et les parents, nous, c'est notre rôle en tant que parents d'être là pour essayer d'assainir ces angoisses-là et même si on reste avec une impression de culpabilité de comment est-ce que je l'ai laissé voir ou une sensation d'angoisse, il va falloir se prendre en main et faire les choses qu'il faut pour pouvoir aider les enfants. Ok, alors comment est-ce qu'on mène cette conversation avec les enfants? D'abord, on respire. Respirer un grand coup, c'est physiologiquement nécessaire. C'est une conversation très difficile. Et essayer de la mener aussi calmement que possible. Si je vois que je n'arriverai pas à être calme, je peux l'arrêter au milieu. Je peux dire j'ai besoin de me ressaisir. Expliquer aux enfants que c'est une conversation qui m'est difficile et dire j'arrive pas à parler calmement, il va falloir que je te reparle un peu plus tard. Ou dire attends 2 minutes, je suis en pause. La semaine dernière, quand j'ai parlé avec ma fille et que j'ai entendu que 3 soldats de l'unité de mon fils ont été tués au combat et que je pleurais toute la journée. Et ma fille qui vient me voir, pas la petite, une des autres, qui vient me voir et qui me dit, et qui essaie de me parler, et j'essaie de lui dire calmement, et je me rends compte que c'est pas possible parce que je ne fais que pleurer. Et j'essaie de lui dire que je suis là pour elle, mais je ne peux pas parce que je ne suis pas là pour elle à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces choses-là? Effectivement, respirer un grand coup, finir. Quand j'ai enfin réussi à me ressaisir, j'étais la voir et on a commencé à discuter de la situation qui était très triste et éprouvante. Donc, essayer de voir qu'on est à même de mener cette conversation, respirer un grand coup. Commencer toujours par demander, surtout aux plus grands, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de la situation aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sais des personnes disparues, si c'est la personne disparue qui est ma source d'angoisse? Qu'est-ce que tu sais de la guerre? Qu'est-ce que tu sais de la famille qui est en Milouim? Qu'est-ce que tu sais du cousin? Il y a un cousin qui s'est fait assassiner, qui a été tué dans cette guerre terrible. Qu'est-ce que tu sais? Encourager les enfants à poser des questions. Encore une fois, c'est nous qui devons être la source de leurs informations. Ils doivent savoir qu'ils peuvent compter sur nous et qu'on va leur donner des vraies réponses. On ne va pas essayer de leur raconter des choses édulcorées. Dire la vérité aux enfants. Parler avec des mots qu'ils peuvent comprendre. Regarder dans les yeux. Très souvent aussi, rajouter un contact physique. Le contact physique, une caresse, un câlin, se rapprocher très physiquement, c'est également une source de soutien. Des fois, il faut juste être là avec l'enfant. On n'a pas toujours les mots, on n'a pas toujours les réponses et c'est légitime de ne pas avoir de réponse. Quand un des enfants me demande quand est-ce que ça va finir cette histoire horrible, évidemment, je n'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, je ne peux lui répondre que ce que je sais. Donc, être là, mais je sais, et tout ce que je lui réponds aussi, c'est pour le moment, on est là, on est ensemble, c'est ce qui compte. On essaye d'être actif dans le sens de faire ce que nous, on peut faire à notre niveau et c'est tout ce qu'on peut faire. Écouter les directives du Picouda Oref, je ne sais pas dire Picouda Oref en français. Avi, tu sais? C'est la sécurité civile. Ah, merci. Donc voilà, écoutez les instructions de la sécurité civile. Nous, on suit les instructions, on fait ce qu'on nous dit de faire et on attend. Et on est tous avec cette question de quand est-ce que ça va se terminer. On n'est pas obligé de donner des réponses à nos enfants. On a besoin d'entendre leurs questions. Des fois, on n'a pas la réponse et ils le savent. Ils ont juste besoin d'exprimer la question.
un autre point qui est vraiment primordial, c'est d'être attentif au comportement des enfants. Il y a des enfants qui peuvent être en détresse et qui ne l'expriment pas. Par exemple, si vous voyez un enfant qui sursaute au moindre bruit, alors que ce n'était pas le cas avant. Des enfants qui s'enferment dans un mutisme alors que ce n'était pas le cas avant. J'ai un neveu qui est dans le centre, il réagit il connaît les alertes, il sait qu'il doit aller se mettre en sécurité dans la chambre forte, et pourtant, à chaque fois qu'il en sort, il ne parle pas. Il s'arrête de parler pendant 10 minutes. Donc, tout cela, ce sont des petits signes de détresse chez les enfants qu'il va falloir adresser. Par exemple, alors si ce sont des petits, essayez de leur donner les mots pour s'exprimer. Si ce sont des plus grands, de la même façon, rentrer dans la conversation. Tu as eu du mal avec le bruit. Je vois que quand on sort, tu n'as pas envie tu arrêtes de parler et tu te mets dans le coin. Est-ce que ça va? Et de cette façon-là, les enfants, ils voient qu'on les a vus. Des fois, ils ne vont pas nous répondre. Ils peuvent nous dire « oui, oui, ça va ». Peu importe. Ils auront vu que nous les avons vus et qu'on est avec eux. Et enfin, quand on aura fini de la conversation et de leur exprimer tout ce qu'on aura besoin d'exprimer dans cette conversation-là, alors résumer, demander comment c'était pour toi de parler, d'en parler. Si l'enfant ne répond pas, ne pas insister et toujours dire « on est ensemble avec toi ». Je suis frustrée exactement comme toi, je suis très inquiète exactement de la même façon que tu es inquiète, mais nous avons des choses que nous pouvons faire. Et là, je vais en venir au point suivant, à savoir essayer d'être proactif, même si on n'est pas sur le front, et même si on s'angoisse pour les gens, et même si on s'en fout. Franchement, Baruch Hashem, grâce à Dieu, il y a une tonne de situations, d'actions, d'entraide absolument incroyables dans tout le pays, à tous les niveaux. Je peux vous dire même, à côté de chez nous, il y a une école pour filles. Les filles ont décidé de préparer des kippotes pour les chayalim, pour les soldats qui ont perdu leur kippa, qui ont perdu leur kippa. Alors, il y a tout un groupe de filles qui font des kippotes. Ça paraît rien et futile, mais elles, ça les rend actives, ça les rend utiles et elles aident. Et c'est quelque chose qui est pour les autres. Une autre façon de baisser les angoisses, c'est vraiment d'être proactif, que ce soit de lire des Tehillim, que ce soit de préparer des dessins pour les soldats. Je peux vous dire qu'il y a eu plein d'images qui sont passées, je suis sûre que vous les avez vues aussi, d'un tank qui est tapissé de dessins d'enfants que les enfants vont envoyer aux soldats. Tu es mon héros, protège-nous, Am Israël Chai et tout ça. Ce sont des choses que les enfants, ils sentent, qui contribuent à leur niveau, comme ils peuvent, à l'effort de guerre. De la même façon, les adolescents, ils s'organisent pour faire des collectes, pour faire des distributions, pour aller nettoyer les miklates, pour aller habiliter les miklatim dans les différentes régions, dans les différentes villes. Tout ça, ce sont des actions qui sont nécessaires et qui relèvent le moral. On ne peut pas rester avec le moral bas. Je vais vous raconter une autre histoire. La semaine dernière, donc, comme je vous ai dit, trois des amis de mon fils ont été tués au combat. En fait, il s'est avéré qu'ils ont été tués au combat à Shabbat dernier, le premier jour. Et le temps qu'ils rassemblent les morts, bref, les parents l'ont su mardi seulement. Et l'enterrement a eu lieu mercredi. Un des enfants, un de ces soldats était enterré à Haïfa, mercredi dernier. Voilà. On a été à l'enterrement, mon mari et moi, et on a rencontré les parents du soldat. Et ces parents, ils m'ont donné tellement de force, quelque chose d'incroyable. Ils se sont adressés à nous en parlant de notre fils, en disant combien il est formidable et combien il est fort. Et dès l'instant que j'ai fini, qu'on est parti de cet enterrement, auquel nous avons évidemment pleuré énormément, et ben moi, j'ai fait un switch dans mon cerveau. J'ai dit, ça y est, c'est fini. J'arrête de me rabattre. Il faut que je me relève. Il faut que je sois active. Il faut que je puisse faire les choses. Et les messages que j'envoie à mon fils, qui était jusqu'à maintenant, fais attention à toi, prends bien soin de toi, j'ai changé. Tous mes messages maintenant, c'est
va les dégommer. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ne reviens pas tant que tu n'as pas fini de dégommer tout le monde. J'ai changé de phase. Je suis dans une phase proactive. Je suis dans une phase d'action qui est indispensable, en fait, pour continuer, pour vivre, pour se remettre, pour se remonter. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est de la conversation avec les enfants. Il faut légitimer leurs sentiments, parler de nos propres sentiments à nous, voir avec eux ce qu'ils savent déjà et ce qu'ils ne savent pas. Et s'ils savent des choses, j'ai vu la question tout à l'heure de s'ils ont vu des films, s'ils ont vu des atrocités, malheureusement, c'est très dur d'effacer ces images des yeux et c'est très dur de s'en remettre. Et il va falloir essayer de leur rajouter d'autres images en tête, les images des belles actions, les images des miracles. Il y a eu tellement de miracles aussi. On n'en parle pas suffisamment. On va les entendre après coup. Comme l'exemple de la femme Rachel qui a donné des gâteaux aux terroristes qui sont venus pour la tuer. Et elle leur a donné des gâteaux. J'imagine bien que tout le monde a entendu cette histoire-là. Elle leur a donné à manger, à boire, comme les histoires de Yael dans le Tanakh, jusqu'à ce que les soldats soient venus et les aient libérés. Il y a des histoires extraordinaires. Il faut se remplir d'images positives. Ça ne veut pas dire qu'il faut édulcorer, qu'il faut oublier qu'il y a la guerre, pas du tout. Mais on ne peut pas se rentrer dans les atrocités. Les atrocités, ça rabaisse, ça nous tue de l'intérieur et il faut s'en détacher le plus possible. Et les images, essayer de les remplacer par des images plus positives. Un autre outil qui est en réalité très simple et qui est en réalité indispensable, c'est la mise en situation. La mise en situation consiste en détailler au maximum une situation, bon, j'ai mis extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, hein, afin de la rendre moins stressante. Je vous redonne l'exemple de la semaine dernière quand on a eu notre alarme à Haïfa et que les enfants et qu'il y a eu plein de choses qui ont eu lieu et qu'on n'était pas forcément préparés. Eh bien, si on s'était préparé, les enfants l'auraient pris un petit peu mieux. Si mon amie, dont la fille, après, s'est collée à sa jupe sans arrêt, avait un peu préparé sa fille aurait peut-être mieux vécu cette alarme. Si elle lui avait dit, tu sais, des fois, on n'y a peut-être pas forcément pensé à Haïfa parce qu'on était moins physiquement proche et on était moins physiquement atteint que le reste du pays. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas préparé leurs enfants à la situation. Je peux vous dire que même moi, j'étais à la maison avec mes filles. On a entendu l'alarme avec la fenêtre ouverte. On a mis au moins quelques secondes avant de réagir, de dire « mais c'est une alarme, il faut qu'on aille se mettre dans le mamad ». On n'était pas dedans. Et donc, la mise en situation, c'est préparer les enfants à la situation en question qui sort de l'ordinaire. Maintenant, la mise en situation, elle est efficace avant la situation en question. Donc, par exemple, ce serait vraiment faire une conversation avec l'enfant. Écoute, c'est possible qu'il y ait des alarmes parce que c'est la guerre. S'il y a eu l'alarme, est-ce que tu sais ce qu'on doit faire? Oui, il faut qu'on aille se mettre dans le mamad ou il faut qu'on aille se mettre sur le côté. Une fois qu'on sera là-bas, on va écouter les instructions comment tu as dit, Picou d'Aoref des instructions. De la sécurité civile. De la sécurité civile, merci. Donc, on va écouter les instructions de la sécurité civile lorsqu'on est dans le mamad. C'est eux qui vont nous dire quand est-ce qu'on peut sortir. Voilà. Donc, si on avait juste, si mon amie avait raconté tout ça à sa fille, je suis sûre que sa fille aurait été beaucoup moins mise en stress par la situation. Et le lendemain, elle aurait un peu moins réagi un peu moins fort. Donc, vraiment, c'est quelque chose de tout basique et tout simple et tellement facile à appliquer, mais qui est vraiment nécessaire et indispensable. De la même façon que les enfants qui étaient au milieu de leur match de foot, il y en a qui étaient au courant de ce qu'il fallait faire en cas d'alarme, il y en a qui ne savaient pas, il y en a qui savaient qu'ils devaient se mettre par terre avec les mains sur la tête, il y en a qui ne savaient pas, ou qu'il faut rentrer dans un immeuble plus proche et rentrer dans le Et quoi? Oui. Ah, bien. Donc, voilà, donc mettre en situation, c'est venir de façon prévoyante, expliquer à l'enfant
ce qui peut se passer, ce qui est probable qui se passe. Maintenant, après la situation, si la situation a déjà eu lieu et que je n'avais pas préparé l'enfant et que l'enfant est un petit peu traumatisé d'une façon ou d'une autre de la situation en question, eh bien, la mise en situation est encore plus thérapeutique. Pourquoi? Plus on donne de détails, de descriptions de ce qui s'est passé, des gens et du ressenti, et plus c'est efficace. Je vais interrompre une seconde la présentation. Voilà. Donc, vraiment, ce qui est la mise en situation, je vous donne, donc, il y a l'exemple, c'est après la situation traumatisante, qu'est-ce que j'en fais? Je me remets en situation. Alors non, je ne fais pas revivre le traumatisme, pas du tout, au contraire, je permets de mieux analyser la situation qui m'a traumatisée. Parce que quand j'étais dedans, je n'ai pas analysé que ça m'a stressé, je n'ai pas analysé que ce sont les images que j'ai vues qui m'ont fait du mal, je n'ai pas analysé que quand j'ai vu ces images, j'ai pensé aussi que c'était peut-être mon cousin, ma cousine, mon frère, ma soeur. J'ai rien analysé, j'ai juste vécu et j'en suis sortie et je suis traumatisée. Alors, qu'est-ce que je fais de ce traumatisme? Nous, les parents, comment est-ce qu'on peut aider nos enfants qui ont fait quelque chose de traumatisant? Et ça revient également aux enfants qui ont vu des vidéos et qui ont vu des films. Donc, les remettre en situation, ce n'est pas décris-moi le film, absolument pas. C'est décris-moi qu'est-ce que tu as ressenti? Ça t'a choqué? C'était terrible? C'était horrible? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qui est-ce qui était... Parler du ressenti dans la mise en situation, c'est une des choses qui permet de mieux intégrer que le corps a subi un traumatisme ou un choc. Je prends l'exemple des films parce que c'était la question qui avait été posée. Donc, qu'est-ce que ça t'a fait? Ok, donc tu l'as vu, ça t'a choqué. Ok, qu'est-ce que tu as ressenti? De la tristesse, de la peine, de la détresse. J'ai ressenti que j'ai envie de la haine, tout. Exprimer tout ce qui est, tout le contexte, essayer de recréer le contexte sans recréer la situation, de recréer le contexte. Qui était à côté de toi quand tu as vu ces vidéos? Tu as vu ça avec tel ami? Comment tu penses que lui s'est ressenti? Est-ce que tu penses que lui aussi, il a eu la haine et tout ça? Voilà, c'est ça la mise en situation. La mise en situation, c'est vraiment essayer et plus on rentre dans les détails et plus l'enfant comprend la situation dans laquelle il était. Maintenant, ça, c'était un exemple avec un adolescent. Un exemple avec les enfants plus jeunes qui ont encore plus de mal à comprendre ce qui leur arrive et plus de mal à comprendre ce qui est autour d'eux. C'est encore plus important. Il faut rajouter encore plus de détails. Quand tu as vu, quand la bombe, quand tu as entendu que l'alarme, tu étais dans quelle pièce? Qui avait avec toi dans cette pièce? Ça t'a fait sursauter, tu as eu peur. Maintenant, s'il y a une prochaine alarme, est-ce que tu sais ce qu'il va falloir faire? Donc, la mise en situation, c'est vraiment une discussion autour de l'événement traumatisant. Les thérapeutes l'utilisent beaucoup après en thérapie. Les enfants qui ont été extrêmement traumatisés par des situations terribles, c'est aussi un des éléments de la conversation qu'il faut avoir avec eux. Mais encore une fois, si vous ne sentez pas que vous êtes capable de la faire, ne le faites pas trop. Ne le faites pas. Il vaut mieux que ce soit un professionnel qui le fasse. De toute façon, il y a énormément de thérapeutes, de psychologues qui donnent leurs services gratuitement à tous les gens qui sont touchés au premier degré de toutes ces atrocités. Et il faut les contacter, eux. Je pense que j'ai encore un dernier élément. Je vérifie ça tout de suite. Je vous remets ma présentation. OK. Ça, on a dit. Donc, ah bon. OK. Ça, je l'ai vu ce matin. Je l'ai reçu dans un des groupes. En réalité, vous savez, on reçoit toute la journée et tellement d'explications, tellement de textes par écrit, tellement de référentiels que des fois, on ne sait pas quoi trop lire et retenir. Moi, j'ai reçu ça ce matin et ça m'a plu. C'est pas de moi, c'est donc de Simcha Box. Comment ramener la joie dans ma maison pour mes enfants? Parce qu'au bout du compte, c'est pour les enfants, c'est pas que pour les enfants, c'est pour moi aussi. Il ne faut pas se sentir coupable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas se sentir coupable d'être
de tenir le coup. Il ne faut pas se sentir coupable, de se dire j'arrive à fonctionner au quotidien, je prépare à manger, je fais mes lessives, je m'occupe des enfants, je suis avec eux. On a le droit et c'est même une nécessité. Alors, et même d'être joyeux, c'est possible. On n'est pas obligé de pleurer toute la journée. On est en guerre et on a vécu quelque chose de terrible, mais c'est pas qu'il faut s'en remettre et c'est pas qu'il faut ignorer, mais il faut vivre. Il faut juste vivre. Et des fois, vivre, c'est rigoler. Et des fois, vivre, c'est passer des bons moments. Et voilà. Et c'est pas juste pour mes enfants, c'est aussi pour moi. Donc voilà, dans cette petite diapo-là, il y avait tous ces petites post-it comme ça. Je chante, je mets un sourire sur mon visage. Je casse la routine, je fais des choses. De toute façon, la routine elle est tellement cassée. De toute façon, les gens essayent de travailler sans travailler, essayent de travailler avec leurs enfants sans être les enfants. Les enfants sont en Zoom, encore une fois. On a l'expérience du corona derrière nous qu'on a déjà vécu. Les enfants, ils sentent un petit peu comme le corona, comme le Séguer, que les canyons ne sont pas ouverts, les boutiques ne sont pas ouvertes, certaines choses sont ouvertes, certaines choses ne le sont pas. Mais bon, je casse la routine à la maison en faisant quelque chose de sympa et fun avec les enfants. Je cuisine des bonnes choses, je fais un rituel commun. Il y a marqué répéter 20 fois à table n'en fait pas partie, donc vraiment, on est d'accord. Je ne m'arrête pas de vivre. Je passe des moments de qualité avec mes enfants autant que possible. On peut s'asseoir ensemble et discuter, on peut s'asseoir ensemble et jouer, on peut faire ensemble des dessins pour les Khayalim, on peut ensemble préparer les paquets pour les Khayalim, on peut sortir se promener parce qu'on peut. Autant qu'on peut en tout cas. J'invite Hachem parce que la Emouna, c'est quelque chose qui renforce, en tout cas avoir une croyance, que ce soit en Dieu ou en ce qui vous renforce, que ce soit en notre armée, notre peuple. Et évidemment, souvenez-vous qu'on est dans une situation provisoire, ça n'est pas la norme, c'est une situation complètement extraordinaire et terrible qui un jour va se terminer. Et si ça peut nous rassurer de penser de cette façon-là aussi, il faut savoir le dire. Et voilà, Am Israël Chai, c'est ce que j'ai marqué parce que c'est ce qui me donne la foi aussi. Vous savez, je vais finir avec une dernière chose. Je pensais à tous ces films qu'on voit et qui circulent. Si on devait montrer un film de l'armée de n'importe quel pays, alors j'imagine des soldats alignés en rang, tous la coupe en brosse, qui sont très droits et très stricts. Et quand on voit les films de nos soldats à nous, qui chantent et qui dansent et qui Am Israël Chai et qui chantent et qui dansent et qui sont tous ensemble et vraiment on sent qu'on est un peuple unis tous ensemble et dans l'adversité malheureusement encore plus unis. Et voilà. J'ai le temps pour quelques questions. Je propose aussi, si quelqu'un veut lever la main, je pourrais ouvrir le micro. Ou bien poser des questions par chat. Je crois qu'il y a Audrey qui veut dire quelque chose. Ou bien ouvre le micro, Yasmine, ça sera plus facile. Il nous reste 5-6 minutes. Juste, il faudrait me signaler en levant la main. Peut se faire collectivement en classe, par exemple. En classe, en route ça reste, j'imagine, donc pas en France, j'imagine, puisqu'il n'y a pas de classe ici. Complètement, tout à fait. Il y a clairement des questions qu'il faut poser. Je peux vous dire même que la petite de 9 ans qui est en Zoom ce matin, sa prof lui a fait le début d'un shiur en demandant qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez, et elle a essentiellement parlé de sentiments pendant son premier Zoom. En demandant est-ce que vous avez des angoisses, est-ce que vous avez des choses qui vous font peur. Donc, tout à fait, c'est une très bonne idée de faire cette conversation en classe. Il faut juste être prêt à peut-être entendre des histoires pas faciles. Si un des élèves raconte la mort brutale d'un de ses proches, il va falloir essayer de trouver les éléments pour qu'ils le disent de façon à ne pas rentrer des images terribles dans la tête de ses amis. Donc, mais oui, collectivement, d'autant plus que le collectif, ça donne une sensation de normalité. Donc, vraiment, l'effet de groupe, il est très bénéfique. Si vous voulez bien voir les questions, ça reste sur le chat, il y en a 2. Je Ok. voulais, en plus qu'en parallèle, vous remettiez vos coordonnées.
s'il y a de la Ouais, famille alors, il y a mon numéro de téléphone qui est après mon nom. qui est après votre nom, c'est parfait, d'accord, Ouais. au cas où les gens qui Donc, veulent. vraiment, et Ouais. sinon, par Facebook aussi, vous pouvez chercher Sarah El Maleh, il n'y a pas de problème. Les questions, donc. On peut toujours nous contacter, on vous transmettra les coordonnées de Sarah. Une Et question j'ai donné importante, c'est de savoir est-ce qu'il faut quand même parler aux enfants, même si eux-mêmes ne parlent pas. Je crois que tu l'as évoqué un petit peu. La question de savoir les enfants qui sont renfermés, qui n'osent pas aborder la question. Alors, je crois que tu l'as dit en disant que si on voit un changement particulier, il faut évidemment s'alerter beaucoup plus que si l'enfant finalement continue sa vie, a compris ce qui se passe. Ce n'est pas du tout la même réaction. Effectivement, l'enfant qui se referme ou qui change d'attitude est quelque chose est un signe d'alerte. Mais je vois qu'il y a Monique C'est et il y un a signe Madame d'alerte. Il faut Smadja qui dire, je lèvent la t'ai main aussi. vu. C'est ça. Et c'est si les enfants ne posent pas de questions, mais est-ce qu'il faut leur raconter ce qui se passe quand même? Il faut être là. Il faut que le message qu'on fasse passer, c'est je suis là pour toi, autant que possible. Tu as remarqué, voir que les apeurer, il ne faut pas les apeurer, non. Il faut pas raconter les choses horribles, évidemment. Il faut rester des fois, ça reste dans l'ordre du technique quand c'est un enfant jeune. Ça va être, tu sais qu'il y a une guerre, tu sais qu'il y a des méchants qui essaient de nous faire du mal. Et heureusement, on a l'armée, on a le dôme de fer, on a les alertes qui sont là pour nous mettre en alerte. D'ailleurs, avant Shabbat, il y a eu beaucoup de questions sur l'onde silencieuse. Que les parents qui se demandaient est-ce que l'onde silencieuse risque d'angoisser les enfants parce que l'onde silencieuse, elle fait, on laisse la radio allumée tout le Shabbat et de temps en temps, on entend alerte à Sderot, alerte à ci, alerte à ça, rentrer dans les mamades. Est-ce que ça angoisse les enfants? Et la meilleure façon de ne pas angoisser l'enfant, c'est d'expliquer l'onde silencieuse. Écoute, c'est Shabbat, donc on n'a pas le droit d'allumer la radio, on n'allume pas la télé, on n'allume pas. Mais alors, notre façon à nous, la façon qu'a l'armée civile, la sécurité civile de nous faire passer les messages, c'est l'onde silencieuse. Et grâce à ça, on va savoir est-ce qu'on doit se mettre à l'abri ou pas. Donc vraiment, c'est expliquer le principe de l'onde silencieuse. Comment réagir à une enfant de 6 ans qui dit qu'elle a peur dès qu'on met la radio ou la télé? Eh bien, elle a raison d'avoir peur de mettre la radio ou la télé. On ne met pas les informations devant les enfants de 6 ans. On leur demande qu'est-ce qu'elle aurait envie de voir à la radio ou à la télé. Elle n'a pas besoin d'entendre ce qui se passe du tout à 6 ans. Donc, si vous avez envie d'entendre les informations, on prend une oreillette, on met dans le téléphone. On ne fait pas ça devant elle. On fait ça le soir quand elle va dormir ou on l'envoie chez une amie et on met la télé. On ne fait pas ça quand elle est là. Comment on arrête de pleurer et surtout à s'asseoir avec les enfants? En respirant un grand coup, en faisant les choses qui nous font du bien, parce qu'on a le droit de se faire du bien. Et comment est-ce qu'on arrive à s'asseoir avec les enfants? On fait ça autour d'un verre de café, on prend un petit gâteau, on crée une ambiance propice à la conversation pour qu'on arrive à s'y mettre. On fait ça dans un parc, dans le cadre d'un pique-nique dans un parc, à côté de la maison ou dans le jardin. On crée le cadre qui va nous faire du bien et qui va nous permettre de faire cette conversation-là. Monique a une question, elle a posé sa question, Monique Benavi. Oui, mais je crois que je n'ai pas de son. Vous m'entendez? Ah, ça y est, on vous entend, oui. On vous entend, Monique. Ah, d'accord. Moi, je suis en relation, j'ai une amie qui a créé une Amouta qui lutte contre le traumatisme. Elle travaille avec les soldats, tout comme avec les enfants. Elle avait fait des vidéos, d'ailleurs, pour accompagner les enfants lorsqu'il y avait de Tseva Adom, pour les aider à exprimer en même temps qu'ils allaient dans les miklatim leurs angoisses. J'ai le cœur qui bat, je tremble, etc. Pourquoi ces outils ne sont… Elle me dit elle-même qu'elle a du mal à rentrer dans les institutions. Pourquoi ces outils ne sont pas davantage diffusés dans la population? En plus, c'est très simple. C'est une association pour aider les gens qui ont traumatisé. Bon, Tseva Adom, ça veut dire que c'est la région de Sderot, Ashdod, Ashkelon. Après, elle a travaillé même à l'international, il faut savoir. Mais elle l'a fait au départ davantage sur Israël.
Et elle fait un travail extraordinaire, que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les abris auprès des soldats. Mais tous ces outils qui sont des outils très simples, j'étais en train de regarder si je pouvais vous l'envoyer là, c'est juste une fiche technique. C'est dommage que ce ne soit pas davantage diffusé, c'est ça. Ça devrait être envoyé à toute la population. La façon de respirer, la façon de se tenir, de positionner ses pieds et d'exprimer par son corps aussi. Ce sont des outils qui aident. Moi-même, je les ai utilisés, mes enfants aussi. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne le diffuse pas davantage. Les outils sont chez elles, c'est à elles de les diffuser. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a énormément d'outils qui ont été diffusés. La vérité, c'est qu'on reçoit tellement de messages en même temps que des fois, on ne les voit pas. Ouais. Mais j'ai reçu, moi, personnellement, j'ai reçu, et de façon répétée, hein, des outils de quelle conversation avoir avec un enfant qui a peur. Tout ce que je vous ai dit là, je les ai glanés, bon, aussi bien de mon expérience que de plein de choses que j'ai reçues aussi. Il y a énormément d'outils qui circulent. Après, faire le tri, trouver ceux qui nous correspondent à nous le mieux. Les outils physiologiques, ce sont des outils qui aident généralement tout le monde, aussi bien la respiration que la relaxation que le yoga. Tout le monde n'y a pas forcément accès, mais bon, à part respirer de façon lentement, ça c'est vraiment à portée de tout le monde. C'est vrai que c'est extrêmement recommandé. Aussi bien le physiologique, mais encore une fois, au bout du compte, trouver l'outil qui me fait du bien et l'utiliser et le transmettre. Ça peut être aussi bien discuter avec quelqu'un que pas discuter, mais faire l'activité physique, aller dans les salles de sport pour celles qui sont ouvertes. Voilà. Mais pour ce qui est de la diffusion, Monique, si vous connaissez la dame en question, ben, allez-y, vraiment. Tout le monde sera content, ça bénéficiera à énormément de gens, c'est sûr. Voilà, il est 13h. En général, nos réunions durent 1 heure pour mettre un cadre. En tout cas, on a reçu, d'après moi, une sensibilisation d'abord avant tout des outils. C'est vrai que c'est une question qui est sans fin, surtout en ce moment où il y a, comme l'a dit Sarah un peu dans sa conclusion, il y a énormément de recommandations, énormément d'approches différentes. On a dit que ça dépend, au début, on a dit que ça dépendait de l'âge, ça dépendait de la situation dans laquelle se trouvait la personne. Donc, il n'y a pas de recette exacte à vous donner. Évidemment, il y a aussi des professionnels, des psychologues, Dieu préserve, des cas beaucoup plus graves qu'il faut traiter d'une autre façon. Donc, c'était vraiment une TIMA, comme on dit en hébreu, vraiment une petite approche pour sensibiliser, pour faire attention, parce qu'on a tendance parfois soi-même, et Sarah, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, à elle-même exprimer ses doutes et ses difficultés, souvent les parents. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, vu l'horreur de l'événement plus qu'exceptionnel, unique, peut-être dans notre histoire que nous avons vécue. Ça a pris quelques jours aux parents pour prendre le temps de se tourner vers les autres, parce qu'on était tous tournés vers nous-mêmes, vu l'horreur des choses. Et donc, je crois que c'est important de faire ce petit switch pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de dire, OK, il ne faut pas que j'oublie qu'il y a autour de moi des enfants, des petits-enfants, des amis, des voisins, des gens qui me sont proches. Et si je vois chez eux vraiment une réaction qui me paraît pas saine, de savoir comment alerter, comment leur parler, comment les orienter, avec qui discuter. Voilà, je crois que si on a porté même une petite contribution sur ce problème, on remercie énormément Sarah El-Maleh de nous avoir aidé un petit peu à cette première réflexion. J'espère qu'on aura des meilleures nouvelles et des sujets beaucoup plus gais, j'allais dire, à évoquer dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Merci Yasmine, Shavua Tov, à vous et à vous, messieurs et mesdames, qui avez passé cette heure avec nous. Tout colle tout. Merci beaucoup. Merci Sarah, merci Avi. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov. Chodesh Tov. Chodesh Tov.